Hello à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans ce live spécial Code de la route proposé par DigiSchool. Alors nous sommes vraiment et sincèrement désolés pour ce petit contretemps, on a eu quelques petits problèmes techniques, mais tout va bien, tout est rétabli et on va pouvoir du coup se concentrer sur notre série de 20 questions sur le thème de la route. Alors, donc comme vous pouvez le voir, on est de retour sur les studios. N'hésitez pas à nous retrouver du coup sur les comptes Instagram, Snapchat, WhatsApp, non pas WhatsApp, pardon, de Supercode et également de Supercode tout simplement. Donc moi je suis Alexandra, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignante de la conduite et de la sécurité routière et je suis également gérante de 2 auto-écoles situées dans le Rhône. Ok, donc on va pouvoir du coup, si vous êtes prêts, commencer avec la première question donc, de ce thème de 20 questions sur la route. Allez, c'est parti, première question. Dans 50 mètres, je pourrais stationner sur le parking? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ok, alors sachez qu'on a également un partenariat avec Ornicar. Donc en fait, pour tous ceux qui s'inscrivent au code de la route, vous allez recevoir un mail une fois que vous aurez obtenu votre code, vous proposant de faire des leçons de conduite avec l'auto-école en ligne, du coup Ornicar. Donc vous pourrez faire votre évaluation et vous aurez également un pack dans cette évaluation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on est là pour y répondre avec l'équipe technique. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à répondre, à poser toutes vos questions. Alors visiblement on a encore un petit souci technique, on s'excuse vraiment. Le retour post-confinement est compliqué. Ok, donc normalement vous avez accès au visuel, hein, donc n'hésitez pas voilà, à bien regarder l'image et à y répondre du coup directement. Posez-nous également toutes vos questions, hein, vraiment on est là pour y répondre aujourd'hui. Ok, donc je vais pouvoir passer à la correction du coup de cette première question. Donc dans 50 mètres, je pourrais stationner sur le parking. Ici, la bonne réponse est oui. Donc je vais pouvoir stationner sur le parking parce que en fait, le panneau tout en haut, le panneau rond avec un trait rouge, indique que vous n'avez pas le droit de stationner du coup sur le trottoir, côté trottoir. C'est interdit et du coup, on vous propose un autre parking situé un tout petit peu plus loin. Donc dans 50 mètres pour pouvoir stationner correctement. Donc ici la bonne réponse était bien la A. Ok, allez, j'enchaîne avec la question numéro 2. En prenant la rue à droite, je serai à sens unique. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Comment lutter contre le stress le jour de l'examen? Alors, on a une première question qui arrive. Comment lutter contre le stress le jour de l'examen? Alors moi, ce que je vous conseille vraiment déjà, c'est d'avoir de bons bagages, c'est-à-dire avoir bien révisé avant, être vraiment opérationnel, avoir fait moins de 5 fautes sur toute une semaine. Ensuite, pour ne pas stresser, essayez de bien dormir la nuit, essayez de prendre un bon petit déj, d'être vraiment en forme. Une fois que vous arrivez à l'examen, donc pareil, je vous conseille d'arriver un petit peu avant pour éviter d'être dans le speed et au final stressé. Donc arrivez bien 20 à 15 minutes avant. Et ensuite, une fois que vous rentrez dans la salle, donc vous verrez, vous êtes avec des tablettes et en fait, vous répondez directement sur les tablettes. Prenez le temps de bien lire la question, allez bien jusqu'au bout des 20 secondes. Vous savez, vous avez 20 secondes pour pouvoir répondre aux questions, donc allez bien jusqu'au bout des 20 secondes avant de valider la question. Sachez que tant que la question n'est pas validée, la réponse n'est pas validée, vous pouvez la corriger sans problème. Donc vraiment, prenez tout ce temps imparti pour bien lire la question, bien vous concentrer. Et vous verrez, une fois que vous allez être lancé dans le truc, le stress partira. Ok, je vais pouvoir enchaîner du coup avec la correction de la question numéro 2. Donc en prenant la rue à droite, je serai en sens unique. Donc ici, la bonne réponse est oui. Je serai en sens unique parce qu'on voit le panneau carré avec la grosse flèche blanche au milieu, indique une rue à sens unique.
Donc du coup, lorsque je vais prendre à droite, je saurai que personne ne pourra arriver en face et je pourrai également stationner des deux côtés de la chaussée. Voilà, il y en a beaucoup qui nous demandent quand est-ce qu'on sait quand on est en sens unique. Ben, vous pouvez déjà le voir grâce à ces panneaux, à ce panneau. Ok, allez, je vais pouvoir enchaîner avec la question numéro 3. Alors, dans cette situation, je m'arrête, réponse A. Je passe, réponse B. Est-ce que tu as des conseils de révision à donner? Alors, est-ce que j'ai des conseils de révision à vous donner? Oui, bien sûr, je suis là pour ça. Alors, pour les révisions, déjà, pour tous ceux qui vont commencer, pour tous les débutants, moi je vous conseille de faire une première série débutante de 40 questions. Et à partir de là, je vous conseille également de bien noter toutes vos erreurs. Alors je sais que ça prend un petit peu de temps, c'est un travail qui demande du temps et beaucoup d'attention. En fait, vous notez vos réponses fausses et après vous allez voir que vos réponses fausses, vous allez pouvoir les répartir en différents thèmes. Parce que sachez que le code de la route, donc c'est 40 questions, mais dans ces 40 questions, vous avez 10 thèmes tout mélangés en fait. Et du coup, à partir de vos erreurs sur les 40 questions, vous allez pouvoir dispatcher toutes vos erreurs dans les différents thèmes. Et ensuite, en fonction des erreurs, vous allez réviser les thèmes sur lesquels vous avez fait le plus d'erreurs. Comme aujourd'hui, on est en train de travailler le thème de la route. Donc si vous avez fait beaucoup d'erreurs dans ce thème-là, eh ben, c'est bien d'être ici aujourd'hui pour ce live et n'hésitez pas à consulter tous les cours qui sont en lien avec la route. Ça, c'est vraiment mon conseil de révision. Et puis, bien évidemment, essayez de réviser un peu tous les jours, peut-être 40-45 minutes par jour. Déjà, ça peut être bénéfique. La régularité est vraiment très importante dans les révisions du code de la route. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. N'hésitez pas. Les moniteurs d'auto-école me répètent que l'examen est plus facile qu'un entraînement. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai peur de m'inscrire. Alors, on a une personne qui a peur de s'inscrire parce que ses moniteurs d'auto-école, les moniteurs d'auto-école lui disent que l'examen est plus facile le jour de l'examen qu'en série d'entraînement, mais quand même, la personne est un peu sceptique. Alors, oui, il paraît que c'est plus facile. Après, encore une fois, nous, le code, on l'a passé, ça fait un petit moment. Donc, c'est vraiment les retours qu'on a d'élèves, en fait. Beaucoup d'élèves nous disent, c'est vrai que c'était beaucoup plus dur lorsqu'on révisait dans vos salles de code ou même sur Internet. On faisait beaucoup plus de fautes qu'à l'examen. À l'examen, finalement, c'est plus simple. Voilà, c'est vraiment les retours qu'on a des candidats. Maintenant, je pense que quand même, c'est un petit peu plus facile que sur nos séries d'entraînement au code blanc, par exemple. Ok, je vais pouvoir enchaîner du coup avec la correction de cette question 3. Alors, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Là, la bonne réponse était la B. Je vais passer. Alors, pourquoi je vais passer? En fait, on est dans une rue qui est étroite, qui est plutôt sinueuse également. C'est une rue qui est en côte. Donc du coup, quand on est dans cette situation-là, quand on est en côte, l'idée c'est que la voiture qui descend va s'arrêter la première pour faciliter le passage à la voiture qui monte. Parce que pour ceux qui ont déjà commencé un petit peu la conduite, vous allez voir que les démarrages en côte, en général, vous n'aimez pas ça, c'est compliqué, c'est stressant. Donc au final, il vaut mieux s'arrêter et c'est beaucoup plus facile de redémarrer après lorsque l'on est en pente plutôt que quand on est en côte. Voilà la raison pour laquelle on estime que ceux qui descendent doivent céder le passage à ceux qui montent. Donc ici, la bonne réponse était bien la B, je passe. Ok, allez, on enchaîne avec la question 4. Le feu est rouge, je m'arrête. À hauteur de la ligne discontinue, réponse A. À hauteur du passage piéton, réponse B. Est-ce qu'on peut commencer les heures de conduite sans avoir eu le code? Alors, est-ce qu'on peut commencer les heures de conduite sans avoir eu le code? Alors oui, vous pouvez. Après, ça dépend des auto-écoles. Je sais que moi, dans mes auto-écoles, je le propose. Je propose, tant que l'élève n'a pas son code, il peut commencer à faire, alors moi je dis à peu près 5 à 10 heures de conduite, c'est bien. N'en faites pas trop non plus, parce qu'au final, après, vous allez être prêt pour la conduite, mais vous n'aurez toujours pas le code, donc au final, ça va créer un décalage. Donc faites-le raisonnablement, ne faites pas toutes vos heures d'un coup avant d'avoir le code, hein. Ce n'est pas la bonne méthode de révision. Est-ce que 20 heures de conduite, ça suffit? Alors, est-ce que 20 heures de conduite, ça suffit ou pas?
Alors, ça dépend du niveau. Encore une fois, ça c'est le grand débat. Sachez que 20 heures, c'est un minimum. Vous devez faire 20 heures, c'est le minimum, c'est la loi, c'est comme ça. Maintenant, il y a tellement d'exigences à l'examen du permis de conduire que bien souvent, les 20 heures sont insuffisantes pour pouvoir être prêt à 100% à l'examen et être sûr de le réussir. Sauf pour ceux qui ont déjà conduit avant avec leurs parents. Moi, je sais que j'en ai beaucoup à l'auto-école qui viennent me voir. On a déjà conduit avec les parents, on connaît la mécanique, on sait passer les vitesses, on sait démarrer correctement la voiture. Effectivement, ceux-là, à la limite, ils peuvent avoir seulement 20 heures. Mais maintenant, la moyenne nationale monte plutôt à 30 heures. 30 heures de conduite, on va dire que on va dire que c'est la moyenne pour avoir son permis du premier coup. Ok, allez, je vais pouvoir passer à la correction du coup de cette question 4. Donc le feu est rouge, où est-ce que je vais m'arrêter? Alors ici, la bonne réponse était la A. Je m'arrête à hauteur de la ligne discontinue. On appelle cette ligne discontinue la ligne d'effet du feu, la ligne d'effet du signal. Et en fait, si elle est tracée ici, c'est justement pour qu'on puisse s'arrêter avant cette ligne-là. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand il y a des lignes comme ça, on est souvent dans des grandes villes, dans des grandes agglomérations, où il peut y avoir des bus, des poids lourds qui tournent. Et en fait, on trace des lignes comme ça au sol pour que les poids lourds aient plus de facilité à tourner, en fait, pour pas que vous les gêniez à être trop près du feu. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a des feux, des lignes discontinues avant les feux. Il faut bien s'arrêter à hauteur de ces lignes. Donc la bonne réponse était bien la A. Bravo à tous ceux qui ont répondu A. Allez, on enchaîne avec la question 5. Alors, à hauteur de cette intersection, je peux tourner à gauche, réponse A, aller tout droit, réponse B, tourner à droite, réponse C. S'inscrire à l'examen et qu'on a plus de 40 ans, est-ce qu'on a quand même besoin de la SSR2? Alors, si on veut s'inscrire à l'examen et qu'on a plus de 40 ans, est-ce qu'on doit fournir la SSR2? Alors non, il n'y en aura pas besoin pour l'examen. Vous n'avez pas à fournir cette SSR2. Si ça se trouve, vous ne l'avez même pas passée, j'en sais rien. Mais bon, non, dans tous les cas, il n'y en aura pas besoin. Ça fait 2 semaines que je suis bloquée à 32 réponses justes et je suis bloquée à ce niveau-là et je ne comprends pas, c'est normal. Alors, on a une personne qui ne comprend pas parce qu'elle est bloquée à 32 sur 40, donc 32 réponses justes sur 40, donc ça fait 8 fautes, et n'arrive pas à descendre en dessous, n'arrive pas à aller atteindre les 5 fautes. Alors oui, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours une phase de stagnation au code de la route, ce qui est très frustrant, je vous l'accorde, parce qu'en fait, vous allez descendre très vite au début, vous allez faire beaucoup de fautes la première fois, et d'un coup, vous allez descendre très vite, je sais pas, peut-être à 10-12 fautes. Après, progressivement, on va descendre en dessous des 10 fautes, et ensuite, là, il y a une phase où on va stagner. Alors, c'est normal, pas de panique, il ne faut surtout pas vous arrêter de réviser, hein. C'est que voilà, toutes les notions sont en train d'être ancrées, vous êtes en train de les apprendre, toutes les notions sont là, donc vraiment ne paniquez pas, continuez vos révisions et vous allez voir d'un coup ça va descendre, vous allez arriver à 5 fautes, voire moins. Donc voilà, c'est normal, il y a une phase comme ça de stagnation, il faut continuer, il faut persévérer. Bien. Je vais pouvoir passer à la correction du coup de cette question. Alors, à hauteur de cette intersection, je peux. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tourne à droite? Est-ce qu'on va tout droit? Est-ce qu'au contraire, on va tourner à gauche? Alors là, on ne peut pas aller tout droit, hein. Vous voyez, on a un panneau sens interdit, donc là, on ne peut pas aller tout droit, c'est interdit. Donc du coup, on peut tourner à gauche et tourner à droite. Donc les bonnes réponses ici étaient la A et la C. Tout simplement parce que voilà, on a un panneau sens interdit, vous le savez, ce panneau rouge avec une barre blanche au milieu indique que vous ne pouvez pas rejoindre cette rue, que cette rue est à sens unique et que si vous y allez, vous risquez de vous faire surprendre par des gens qui arriveraient sur la même voie que vous. Ok, allez, on va pouvoir enchaîner avec la question 6. Alors, je vais tout droit, je choisis la trajectoire numéro 1, réponse A, ou bien numéro 2, réponse B. Pensez-vous que passer le permis en 1 mois et demi est faisable pour quelqu'un qui n'a jamais pris le volant?
Alors, pensez-vous que passer le permis en 1 mois et demi est quelque chose de faisable pour quelqu'un qui n'a jamais pris le volant? Alors oui, c'est faisable à condition de mettre des heures tous les jours et peut-être mettre 2 voire 3 heures par jour. Donc oui, là, ça peut être faisable de le faire en accéléré, hein. Ce sont des formules que les auto-écoles peuvent proposer. Alors après, aujourd'hui, faites attention parce que vous connaissez un petit peu la conjoncture actuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de places d'examen. Tous les inspecteurs du permis de conduire n'ont pas repris le travail. Donc du coup, toutes les places ne sont pas là. Donc faites attention à tout ce qui va être permis en accéléré, de ne pas vous faire avoir, en fait, de ne pas payer plus cher pour au final passer le permis plus tard, quoi. Donc renseignez-vous bien. Il faut vraiment que vous soyez sûr de votre date d'examen avant d'enclencher toutes vos heures, parce que sinon, vous allez vous faire avoir. C'est quoi la différence entre suspension et annulation de permis? Alors, quelle est la différence entre suspension et annulation de permis? L'annulation de permis, comme son nom l'indique, votre permis n'est plus valable. C'est-à-dire que vous devez repasser les épreuves du permis de conduire, que ce soit code de la route ou permis de conduire. Ça dépend de si vous étiez en période probatoire ou pas. Ça, c'est l'annulation. Quoi qu'il en soit, vous devez repasser les épreuves. C'est une obligation. En plus de ça, vous devez aller chez un médecin agréé pour faire des tests psychotechniques et valider une visite médicale. Donc ça, c'est pour l'annulation. Pour la suspension, donc comme son nom l'indique, encore une fois, la suspension, ça va être pour une durée en fait. Pour une durée, vous n'avez plus le droit de conduire et à la fin de cette durée, on vous redonne votre permis, vous avez le droit de conduire. La suspension, elle peut aller de 72 heures, ce qu'on pourrait aussi appeler une rétention, jusqu'à 6 mois. Donc pendant 6 mois, vous pouvez ne pas conduire si vous êtes dans le cadre d'une suspension du permis de conduire. Et au bout des 6 mois, votre permis vous est redonné et là, vous pouvez reconduire. Voilà la différence. Est-ce qu'on peut réserver sa date d'examen de permis avant de se préparer un planning de conduite? Alors, est-ce qu'on peut réserver sa date de permis de conduire avant de préparer un planning de conduite? Oui, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est quelque chose que je fais également à l'auto-école. Donc oui, vous pouvez tout à fait le faire. Après, encore une fois, ça va dépendre de votre auto-école. C'est juste ça en fait. Chacun a sa propre façon de faire, mais quoi qu'il en soit, oui, vous pouvez tout à fait le faire. Ok, allez, on va pouvoir enchaîner avec la correction de cette question 6. Alors ici, je vais tout droit, j'ai choisi la trajectoire. Donc là, la bonne réponse, c'était la B, la numéro 2. J'ai choisi la numéro 2 parce que si vous regardez bien sur le petit rond-point qu'on a face à nous, on a un panneau d'obligation. Je vous rappelle que les panneaux ronds à fond bleu sont des panneaux d'obligation qui nous obligent à tourner à droite et donc contourner cet obstacle par la droite. Donc ici, voilà, la bonne réponse était bien la B, la numéro 2. Ok, on va pouvoir passer du coup à la question numéro 7. Alors, dans 1500 mètres, je rencontrerai un virage dangereux. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Qui sont les véhicules prioritaires? Qui sont les véhicules prioritaires? Alors, on en a plusieurs, des véhicules prioritaires, vous les connaissez un petit peu quand même. Donc, vous avez les pompiers, tout ce qui va être ambulance de pompiers, la gendarmerie, la police. Vous avez également tout ce qui va être urgence de dépannage pour une fuite de gaz, par exemple. Vous avez également les transports de détenus, les transports de prisonniers sont également des véhicules prioritaires. Donc les ambulances, je l'ai dit, les pompiers, voilà. Donc en fait, tous ces véhicules prioritaires, vous devez absolument leur faciliter le passage lorsque vous circulez et lorsque vous entendez leur sirène et que vous voyez leur gyrophare. C'est très important. Quelle est la différence entre l'aquaplanning et l'hydroplanage? Alors c'est la même chose, c'est juste des termes différents. Voilà, mais c'est exactement la même chose. En fait, c'est le fait de perdre le contrôle du véhicule lorsque de l'eau vient se mettre entre votre pneu et le bitume. Vous avez une fine pellicule d'eau qui vient se mettre là et du coup, vous n'avez plus de contact direct avec la route et du coup, votre véhicule va glisser. Ça, c'est ce qu'on va appeler du coup voilà, l'aquaplanage, l'hydroplanning, l'aquaplanning. Il y a plein de mots différents pour signifier la même chose, au final. Quelle est la différence entre carrefour giratoire et rond-point? Quelle est la différence entre carrefour giratoire et rond-point?
Alors, un carrefour à sens giratoire, vous avez décédé le passage quand vous rentrez dans l'anneau. C'est-à-dire que les véhicules qui circulent à l'intérieur de l'anneau sont prioritaires. Alors que dans le rond-point, les véhicules qui circulent dans l'anneau ne sont pas prioritaires. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le rond-point, vous êtes prioritaire sur ceux qui circulent déjà dans l'anneau. En gros, c'est la règle de la priorité à droite qui vient s'appliquer ici. Dans les ronds-points, on vient céder le passage à droite, alors que dans les giratoires, on va plutôt céder le passage à gauche. Voilà, ça c'est la petite différence entre les deux. Les giratoires, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment chez nous. C'est à chaque fois que vous arrivez dedans, vous avez un cédé le passage, et donc vous cédez le passage à celui qui arrive de votre gauche. Est-ce qu'on peut transporter des personnes dans une caravane sur la route? Est-ce qu'on peut transporter des personnes dans une caravane sur la route? Et non, c'est interdit, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que c'est trop dangereux en fait. Si jamais il y a quoi que ce soit, un accident ou autre, c'est beaucoup trop dangereux pour ces personnes-là. Donc ces personnes doivent être dans le véhicule tracteur en fait, dans le véhicule qui va venir tracter cette caravane, et bien attaché bien évidemment. Quelle est la différence entre contravention et délit? Quelle est la différence entre contravention et délit? Les contraventions, vous en avez plusieurs sortes. Vous avez la contravention de première, deuxième, troisième, quatrième classe. Et les délits, donc c'est lorsque vous faites une grave erreur sur la route, donc un grand excès de vitesse, lorsque vous êtes alcoolisé, comme vous avez plus de 0,80 g par litre de sang, que vous avez consommé des stupéfiants. Donc voilà, tout ça vont être un délit, pardon. Voilà, les délits, c'est une faute grave. Retenez bien ça. Un délit, c'est vraiment quelque chose de grave, alors qu'une contravention, c'est un petit peu moins grave. Est-ce que tu peux faire un récap sur les différents feux sur une personne dont son père lui dit des vieux noms et Ok, alors on a une personne qui est un peu dans le flou au niveau des feux, donc qui me demande de faire un petit récapitulatif. Alors au niveau des feux, vous avez les tout premiers feux vont être les feux de position. Donc les feux de position, ce sont les feux, on va dire, les moins puissants. On va vraiment les mettre lorsque vous avez la tombée du jour, le lever du soleil qui fait quand même assez clair dehors au final, qui ne fait pas nuit noire. Donc là, vous mettez les feux de position ou dans une agglomération de la nuit qui est très très bien éclairée. Il faut vraiment que tout votre véhicule soit visible et que vous voyez bien également ce qui arrive en face de vous. Ça, c'est pour les feux de position. Ensuite, on a les feux de croisement. Les feux de croisement, on va les utiliser, donc toujours pareil, quand il fait nuit, dans une agglomération qui est éclairée, mais un petit peu moins éclairée que pour les feux de position. Donc, il faut que ça soit éclairé un petit peu, mais pas trop. Du coup, là, on va utiliser les feux de croisement. On va également les mettre lorsque vous êtes hors agglomération, sur une petite route de campagne, par exemple, lorsque vous allez croiser un autre usager pour ne pas l'éblouir. Donc voilà, feux de croisement, quand on croise un autre usager, on met les feux de croisement. Ensuite, vous avez les feux de route. Donc les feux de route, on peut également les appeler les pleins phares. C'est vraiment ceux qui vont éblouir. Ils sont vraiment très puissants. On les voit vraiment de très loin. Et donc lorsque vous mettez ces feux, donc vous devez les mettre déjà dans une route de campagne, donc hors agglomération. Une route qui peut être étroite et sinueuse. Voilà, vous mettez ces pleins phares pour essayer de bien voir, avoir un champ visuel vraiment bon avec ces feux-là. Et par contre, pensez bien à les enlever et du coup à vous mettre un feu de croisement lorsque vous allez croiser un autre usager. Ensuite, vous avez les feux de brouillard avant. Les feux de brouillard avant, comme son nom l'indique, on va les utiliser par temps de brouillard, mais également par temps de neige et aussi par forte pluie. C'est-à-dire que quand il y a vraiment beaucoup de pluie, vous pouvez utiliser ces feux de brouillard avant. Vous pouvez également les mettre en complément des feux de route lorsque vous circulez sur une route étroite et sinueuse pour éclairer un peu mieux les côtés de la chaussée. Et enfin, on a les feux de brouillard arrière. Donc les feux de brouillard arrière, on les utilise quand il y a du brouillard et de la neige. Surtout pas quand il pleut, parce que ce sont des feux qui sont très éblouissants pour ceux qui vous suivent. Et du coup, ça peut être désagréable avec le reflet de la chaussée, avec la pluie, ça peut être vraiment désagréable et du coup troubler notre visibilité à l'arrière. Voilà pour ce qui est des feux. Ok, on va pouvoir enchaîner du coup avec la réponse numéro 7. Alors, dans 1500 mètres, je rencontrerai un virage dangereux. Ici, la bonne réponse était non. Donc non, en fait, ce panneau indique que je vais rencontrer une succession de virages dangereux, mais sur une distance de 1500 mètres. Donc là, le panneau de danger, lui, est toujours valable à 150 mètres après le danger. Ça ne change pas, vous la connaissez, cette règle. C'est 50 mètres
en agglomération, 150 mètres hors agglomération. Et là, le panonceau indique 1500 mètres avec 2 flèches sur les côtés, ce qui indique vraiment que c'est sur une distance de 1500 mètres où vous allez rencontrer des virages dangereux. Ok, donc la bonne réponse ici était bien la B. Allez, on enchaîne avec la 8e question. Dans 400 mètres, je vais obligatoirement rencontrer un stop. Oui, réponse A ou non, réponse B. Pour la nouvelle loi concernant les éthylotests, on répond quoi? Obligatoire ou pas? Pour la nouvelle loi concernant les éthylotests, on répond quoi? Obligatoire ou pas? Alors oui, répondez obligatoire parce que toutes les questions n'ont pas été changées. Donc oui, ça reste quand même obligatoire. Quand on a une route à double sens, et qu'il y a des piétons sur notre voie et qu'il y a une voiture qui arrive en face, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on a une rue à double sens de circulation et qu'on a un piéton qui veut traverser et qu'une voiture arrive en face, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'arrêter. Hein. Quoi qu'il en soit, vous devez vous arrêter. Vous vous arrêtez et normalement, la voiture qui arrive en face est censée voir également le piéton. Donc elle aussi, elle doit s'arrêter. Donc dans tous les cas, il faut vous arrêter. Vous avez un piéton qui veut traverser, qui est face à un passage piéton, qui a le droit de traverser, vous devez impérativement vous arrêter. Même si vous êtes dans une rue à double sens de circulation, vous devez vous arrêter. Même si le piéton n'est pas de votre côté, hein, même s'il est de l'autre côté de la chaussée, il faut absolument s'arrêter parce que sinon vous perdez 6 points. Donc pour tous les jeunes conducteurs, 6 points, croyez-moi, ça fait mal. Pour un kit jeune conducteur, que conseillerais-tu d'avoir obligatoirement dans sa voiture? Alors, pour un kit jeune conducteur, qu'est-ce que je conseillerais d'avoir obligatoirement dans la voiture? Quand vous êtes jeune conducteur, vous n'avez pas besoin de 36 000 choses par rapport à un conducteur confirmé. Hein. Dans tous les cas, vous avez donc tous les papiers obligatoires, forcément. En plus de ça, vous avez donc le gilet rétro-réfléchissant, le triangle de haute visibilité, donc ça ne change pas. Mais c'est tout. Théoriquement, si vous avez votre permis, c'est que vous êtes censé être capable de conduire. Pensez bien à prendre votre permis de conduire. Si vous ne l'avez pas, si vous avez simplement le permis provisoire, prenez-le bien avec vous, votre carte d'identité, et ayez toujours un petit peu d'argent sur vous aussi au cas où il se passerait quelque chose. Voilà, ça c'est vraiment le petit conseil que je peux vous donner. Ok, allez, on va enchaîner avec la réponse de la question 8. Dans 400 mètres, je vais obligatoirement rencontrer un stop. Alors ici, la bonne réponse était non, je ne vais pas obligatoirement rencontrer un stop parce que on nous indique forcément qu'il y a une fin de route à caractère prioritaire, mais ça ne veut pas dire que ce sera un stop obligatoirement à la prochaine intersection. Ça peut être un céder le passage, comme ça peut être un feu. Alors attention, je veux vraiment retenir votre attention sur certains mots dans les questions. Ici, on a le mot obligatoirement. Faites attention, quand vous voyez ce mot-là, souvent, c'est rarement oui en fait. Hein. Bien souvent, quand c'est obligatoire, c'est des termes un peu durs en fait. Donc, faites bien attention au sens des mots en fait. Hein. Obligatoirement, je dois faire. Voilà, ça c'est des trucs, des petites notions qu'il faut retenir. Et du coup, quand vous voyez ces mots, bien souvent la réponse est non. Hein. Ça sera rarement oui. Ok, allez, j'enchaîne avec la question 9. Alors, en prenant cette direction, j'entrerai obligatoirement sur une autoroute. Oui, réponse A ou non, réponse B. Petit récap sur les voies de stockage et d'insertion. Alors, un petit récap sur les voies de stockage et d'insertion. Alors, une voie de stockage, qu'on pourrait également appeler une voie de décélération, en fait, elles sont mises en place pour éviter de gêner la circulation derrière vous. C'est-à-dire que vous êtes sur une route à double sens de circulation. Et là, vous voulez prendre à gauche, je vais y arriver, à la prochaine intersection. Vous avez une voie qui va s'ouvrir en fait au milieu de vos deux voies, ce qu'on va appeler voie de stockage, qui vous permet de vous mettre dedans pour que ceux qui roulent derrière vous puissent passer et que vous n'ayez pas à les gêner. Donc voie de stockage, c'est aussi une voie dans laquelle vous pouvez tranquillement prendre le temps de freiner, rétrograder pour pouvoir tourner convenablement. Ça, c'est la voie de stockage. Ensuite, vous avez les voies d'insertion.
Les voies d'insertion, c'est souvent sur des voies rapides, sur des autoroutes. En fait, c'est une voie qui vous permet de vous élancer, à l'inverse de la voie de stockage ou qui vous permet de freiner. Elle va vous permettre vraiment de prendre du rythme, de prendre de l'allure pour pouvoir rentrer plus facilement dans une voie rapide. Plus vous avez du rythme, mieux c'est pour vous insérer dans une voie rapide ou une autoroute. Donc voilà, c'est à ça que sert cette voie d'insertion. C'est quoi la différence entre taux d'alcool dans le sang et par air expiré? Quelle est la différence entre le taux d'alcool dans le sang et par air expiré? Alors en fait là, vous avez la petite mesure qui va changer, hein. Donc par air expiré, pardon, c'est grammes par air expiré, je vais y arriver, c'est milligrammes par litre d'air expiré. Là c'est quand vous soufflez en fait, ce qu'on appelle le ballon entre guillemets, c'est quand vous allez souffler dans l'éthylomètre du policier ou du gendarme qui vous contrôle. Là on va avoir une mesure par milligramme d'air expiré. Alors que si jamais vous avez de l'alcool dans le sang, là c'est pour la prise de sang, donc en fait vous pouvez avoir une prise de sang et là vous avez une mesure en grammes par litre de sang. Donc d'un côté on est sur l'éthylomètre, on souffle et ça nous donne une mesure en milligrammes par litre d'air expiré. De l'autre côté on a une prise de sang faite par les forces de l'ordre et dans ce cas-là on est en grammes par litre de sang. Voilà la petite différence. Pensez bien aux mesures, hein, c'est des mesures qui vont changer. Ok. Allez, j'enchaîne avec la réponse à cette question 9. Alors, en prenant ces directions, j'entrerai obligatoirement sur une autoroute. Alors là, la bonne réponse, c'est oui. Donc là, on voit hein, tous les panneaux bleus qui nous indiquent qu'on va rentrer sur une autoroute. Hein. On a les panneaux bleus ici, on a les panneaux bleus de l'autre côté. Donc dès que vous voyez ce panneau-là, hop, celui-ci, ça veut dire que vous entrez sur une autoroute. Donc en prenant cette rue, vous allez forcément rentrer sur l'autoroute et vous n'aurez pas d'autre choix. Donc là, la bonne réponse était bien oui, la A. Ok, on va pouvoir passer maintenant à la question numéro 10. Alors, je pourrais sortir de l'autoroute dans 24 km. Oui, réponse A ou non, réponse B. Est-ce qu'après 20 heures de conduite, on doit passer un examen pour la conduite accompagnée? Alors, est-ce qu'après 20 heures de conduite, on doit passer un examen pour la conduite accompagnée? Alors, ce n'est pas un examen, c'est simplement un rendez-vous préalable que vous devez faire avec vos accompagnateurs. Déjà, à la fin des 20 heures, vous avez la fin de formation initiale. Donc, normalement, on doit vous faire un bilan en tant qu'enseignant. Un bilan sur toutes les compétences de votre phase d'apprentissage. En fait, hein, vous savez que votre formation se divise en 4 compétences, qu'il faut maîtriser les 4 compétences pour être sûr de soit passer le permis, soit partir en conduite accompagnée. Donc, à la fin des 20 heures, on doit faire ce bilan obligatoire. Et ensuite, vous avez le rendez-vous avec vos parents, le rendez-vous préalable. Normalement, il est de 2 heures avant de pouvoir partir en conduite accompagnée. Donc ce n'est pas un examen pur et dur. Dans quel cas peut-on dépasser par la droite? Dans quel cas peut-on dépasser par la droite? Alors, on a un seul et unique cas pour le dépassement par la droite. C'est lorsque la voiture devant vous a indiqué son intention de tourner à gauche. C'est-à-dire que vous avez le clignotant de la voiture de devant qui est mis à gauche. Vous avez la place de passer à droite. Dans ce cas-là, vous pouvez dépasser par la droite. C'est le seul cas. Alors, pardon, c'est pas le seul cas, il y en a un deuxième. C'est lorsque vous êtes sur une autoroute et que vous voulez aller dans une autre direction. Vous savez, des fois, vous avez 2 voies, mais chaque voie va ensuite se diviser pour aller dans une direction, pour aller dans des directions opposées. Dans ce cas-là, vous avez également le droit de dépasser par la droite. C'est juste les 2 seuls cas. Donc, quand la voiture a indiqué son intention de tourner à gauche et quand vous voulez aller sur une autre direction dans une autre direction que la voiture qui est à côté de vous. Ok, allez, j'enchaîne avec la correction de la question 10. Je pourrais sortir de l'autoroute dans 24 km. Alors ici, la bonne réponse était non. Dans 24 km, en fait, ce panneau indique que vous allez rencontrer une bifurcation d'autoroute. Ce qui veut dire que vous allez changer d'autoroute, en fait. Vous êtes, je sais pas, alors je vois pas bien, mais vous êtes sur l'autoroute, admettons A6, vous voulez aller sur l'A89, bah là vous allez changer d'autoroute sans avoir à sortir de l'autoroute en fait. C'est ça le petit truc qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de sortir puis re-rentrer sur une autoroute, ça sera simplement une voie qui va vous y emmener. Voilà, tout simplement en fait, hein. Vous n'aurez pas de péage à passer ou autre. Une bifurcation est un changement d'autoroute, il faut bien retenir ça. Donc vous n'allez pas sortir de l'autoroute pour autant. Ok, allez, j'enchaîne avec la question 11.
le conducteur de ce véhicule semble perdu. Je klaxonne, réponse A. Je fais un appel lumineux, réponse B. Je ralentis, réponse C. Est-ce que tu peux expliquer le stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle? Alors, est-ce que je peux expliquer le stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle? Alors, faut déjà bien reconnaître le panneau, hein. Donc, vous avez un panneau rond avec une barre rouge au milieu. Et là, vous avez des petites dates, du 1er au 15 ou du 16 au 31. Sachez que du 1er au 15, vous n'avez pas le droit de stationner du côté des numéros impairs des habitations, en fait. Donc, en fait, vous devez absolument stationner de l'autre côté. Et ensuite, du 16 au 31, il faudra faire le changement. C'est-à-dire que du 16 au 31, vous pourrez stationner du coup du côté pair des habitations. Comment je retiens 1, c'est impair, donc du coup, on va stationner du côté impair. 16, c'est pair, donc on va stationner du côté des numéros pairs des habitations. Dans une rue, vous avez toujours des habitations, quoi qu'il en soit, hein, des numéros d'habitations, pardon. Donc forcément, vous allez pouvoir vous repérer par rapport à ça. Sachez que le 15 au soir, vous devez faire le changement, du coup, si vous restez stationné ici, le 15 au soir, vous devez aller du côté pair des habitations. Et ce changement, normalement, il se fait entre 20h30 et 21h, le 15 au soir. Ok, allez, on va enchaîner avec la correction de cette question 11. Alors, ce conducteur devant moi semble perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, la meilleure chose à faire, honnêtement, ça va être de ralentir. Ici, la bonne réponse, c'est la C. On va ralentir parce qu'au final, on a tous le droit d'être perdu. Ça arrive à tout le monde, ça vous arrivera à vous. Et clairement, quand on est perdu, on n'a pas envie d'entendre les gens derrière klaxonner ou s'exciter pour rien. Alors que nous, on veut simplement retrouver notre voie. Donc pas de panique, on ralentit, on laisse reprendre sa voie correctement et après on continue à le suivre. On pourra certainement le dépasser plus loin si vraiment on a envie, on est pressé. Mais quoi qu'il en soit, ne klaxonnez pas, ne faites pas d'appel lumineux, ça ne servira à rien. Le gars, il est perdu, il sera toujours perdu, même si vous le klaxonnez, hein, dans tous les cas. Donc pas de panique et ralentissez bien. Ok, allez, on va pouvoir enchaîner avec la question 12. Dans 50 mètres, je rencontrerai un carrefour à sens giratoire. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Dans quel cas on klaxonne? Dans quel cas on peut klaxonner? Alors, on va klaxonner en agglomération dans le cas d'un danger immédiat. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Dans le cadre d'un danger immédiat, pardon. Donc, ce qui veut dire que si jamais vous avez, je sais pas, une voiture qui recule, qui ne vous a pas vu, vous allez faire un bref coup de klaxon simplement pour lui dire que vous arrivez derrière et que ça peut être dangereux si elle continue de reculer. Voilà, donc vraiment, danger immédiat, on klaxonne et ne vous endormez pas sur le klaxon, hein, c'est vraiment un bref coup de klaxon parce que croyez-moi, et vous le savez peut-être, c'est hyper dérangeant d'entendre quelqu'un klaxonner dans une rue quand on est à côté, c'est vraiment, c'est de la pollution sonore, on appelle ça, et c'est vraiment très dérangeant, donc ne vous endormez pas sur le klaxon. Vous pouvez également klaxonner lorsque vous êtes dans une route de montagne, que vous êtes à hauteur d'une intersection ou je sais pas, vous voulez rentrer sous un pont et que vous voyez que c'est compliqué, que le croisement va être compliqué, vous donnez un bref coup de klaxon pour simplement signifier votre présence. Voilà, pour avertir les autres que vous êtes ici et que vous voulez passer. Voilà les deux cas où on peut klaxonner. Qu'est-ce que le stationnement en bataille? Qu'est-ce que le stationnement en bataille? Alors, si j'avais un crayon, je pourrais vous faire un petit dessin. Stationnement en bataille, c'est vraiment le stationnement qu'on va rencontrer le plus souvent, par exemple dans un parking de supermarché en fait. Ça va être des stationnements tous alignés, toutes les lignes sont parallèles et du coup vous rentrez donc soit en marche avant, soit en marche arrière. Tout est bien carré, tout est bien aligné en fait. Contrairement à l'épi où là vous êtes vraiment comme un épi de blé, les lignes ne sont pas droites en fait, elles sont légèrement en biais. Ok, allez, on va pouvoir enchaîner avec la correction de cette question 12. Donc dans 50 mètres, je rencontrerai un carrefour à sens giratoire. Ici, la bonne réponse était oui, parce que je vous le répète, tous les panneaux de danger, donc triangulaires, sont implantés en agglomération 50 mètres avant le danger. Donc ce qui veut dire que là, dans 50 mètres, on pourra rencontrer un carrefour à sens giratoire. Le 50 entouré là, que vous avez en dessous du triangle, c'est simplement la limitation de vitesse. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas une distance, c'est simplement que vous êtes limité à 50 km/h. Ok, allez, j'enchaîne avec la question 13.
Alors, la voiture derrière moi me fait des appels lumineux pour que je dépasse le véhicule devant. Qu'est-ce que je fais? Je dépasse, réponse A, je ralentis, réponse B, j'accélère, réponse C, ou je maintiens l'allure, réponse D. Comment être sûr que l'on est en agglomération ou pas? Alors, comment être sûr que l'on est en agglomération ou pas? C'est une question qui revient souvent, je suis d'accord, des fois c'est un petit peu ambigu. On va dire que les indices les plus communs, ça va être déjà l'infrastructure, donc les trottoirs. Est-ce que vous avez des trottoirs ou pas? Si vous n'avez pas de trottoir, bien souvent vous n'êtes pas en agglomération. Si vous avez des trottoirs, des beaux marquages au sol, si vous avez des habitations, des immeubles, des maisons, c'est que vous êtes en agglomération. Voilà, là vous pouvez pas vous tromper. La limitation de vitesse aussi va faire beaucoup. Si vous êtes limité à 50 km/h, normalement vous êtes dans une agglomération. Alors que quand vous quittez l'agglomération, tout de suite on voit peut-être des fossés sur les côtés, les marquages au sol sont moins beaux, vous n'avez plus d'habitation, vous n'avez plus d'immeubles. Donc voilà, là on pourrait penser que vous n'êtes plus en agglomération. La limitation de vitesse est à 80 km/h aussi, ça peut jouer, ou 70. Mais voilà, c'est vraiment, regardez bien l'infrastructure, hein, comment tout ça est fait, est-ce qu'il y a des trottoirs ou des habitations. Ok, allez, j'enchaîne avec la correction du coup de cette question 13. Donc la voiture derrière moi fait des appels lumineux pour que je dépasse le véhicule devant. Alors ici, la bonne réponse, ça sera la B, je vais ralentir. En fait, je vais simplement ralentir parce que moi, je suis beaucoup trop près déjà de la voiture de devant. Et dans tous les cas, si vous êtes trop près, vous ne respectez pas les distances de sécurité. Si la voiture pile devant vous, vous risquez de lui rentrer dedans. Et l'autre de derrière qui est en train de s'exciter, lui aussi va vous rentrer dedans. Donc au final, ça va faire ce qu'on appelle un carambolage et du coup, c'est pas forcément bon. Donc même si on a quelqu'un derrière nous qui vous met la pression, surtout respectez le code de la route, n'allez pas vous mettre en danger, vous et les autres usagers, parce que derrière, vous avez quelqu'un qui est plus malin que tout le monde et qui veut dépasser à tout prix. Donc vraiment, faites comme s'il n'y avait personne derrière vous et continuez à conduire comme vous le faites d'habitude, même s'il vous met la pression. Il y en aura toujours des gens comme ça, donc vraiment faites très attention à ça et n'allez pas vous stresser inutilement. Ok, allez, question 14. Si je croise un véhicule de chantier sur la chaussée, je le laisse passer. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Sur autoroute ou une route, parfois les lignes discontinues sont serrées et nous interdisent de changer de voie. Est-ce que tu peux expliquer? Alors sur autoroute ou route, souvent les lignes discontinues sont serrées et nous empêchent de dépasser ou changer de voie. Est-ce que je peux expliquer? Oui. Alors sur les autoroutes, quand vous avez ce type de ligne, donc une ligne discontinue avec des traits vraiment rapprochés, ce qu'on va appeler finalement la ligne de dissuasion, cela indique que souvent vous n'avez pas le droit de prendre la sortie en fait. Si vous êtes sur la voie de gauche et qu'il y a une sortie à droite, vous avez dû normalement vous préparer bien avant et vous mettre sur la voie de droite pour pouvoir prendre la sortie facilement. En fait, elle vous dissuade, si vous êtes à gauche, de couper toutes les lignes pour pouvoir ensuite aller prendre la sortie. Ça, c'est la ligne de dissuasion sur autoroute. Maintenant, les lignes de dissuasion sur route vous indiquent que vous n'avez pas le droit de dépasser. Vous n'avez pas le droit de dépasser des véhicules qui rouleraient normalement. Par contre, vous avez le droit de dépasser des véhicules lents, comme par exemple des tracteurs agricoles, des scooters ou autres. Voilà, donc c'est vraiment ce que signifient ces lignes de dissuasion. Partez du principe que normalement, vous n'avez pas le droit de dépasser un véhicule normal en fait. Voilà. Quelle est la bonne distance de sécurité? Quelle est la bonne distance de sécurité? Alors pour savoir si vous êtes à une bonne distance de sécurité lorsque vous êtes en train de rouler, je vous conseille de prendre un repère, un point de repère, par exemple un panneau, un feu, n'importe quoi. Et en fait, vous devez laisser 2 secondes entre vous et le véhicule de devant. Ça veut dire que quand le véhicule de devant passera à côté du repère que vous êtes fixé, vous devez être capable de compter 2 secondes avant que vous-même vous arriviez à ce même repère. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez qu'une seconde, c'est que vous êtes trop près. Voilà, tout simplement. Ok, on va pouvoir continuer du coup avec la correction de cette question 14. Donc là, si je croise un véhicule de chantier, qu'est-ce que je fais? Je le laisse passer ou pas? Alors là, la bonne réponse c'est oui, on va le laisser passer parce que
Un véhicule de chantier, c'est bien plus gros que vous, c'est beaucoup moins maniable que vous, et du coup, il est en train de travailler, donc forcément, il va pas forcément se bouger, il pourra pas le faire en fait, si jamais vous le croisez. Donc c'est vraiment à vous de venir vous faufiler pour pouvoir passer facilement. Finalement, c'est comme quand vous êtes dans le cadre d'un poids lourd ou d'un bus, c'est toujours à vous de passer, de vous faufiler, et non pas au véhicule de chantier. Ou le bus ou le poids lourd. Donc ici, la bonne réponse, c'était bien la A, c'était bien oui. Allez, on enchaîne avec la question 15. Si je prends la première sortie, je m'assure d'avoir un moyen de paiement. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Comment calculer les temps de réaction, distance d'arrêt? Alors, comment calculer les temps de réaction, distance d'arrêt, distance de sécurité, etc., etc. Alors, la distance d'arrêt, pour la calculer, vous prenez le chiffre des dizaines des kilomètres. Vous roulez par exemple à 50 km/h. Vous allez prendre le chiffre 5 que vous allez multiplier par lui-même. Donc finalement, vous allez avoir 5 fois 5, ce qui vous fait 25. Donc la distance d'arrêt va être de 25 mètres avec vous et le véhicule d'en face. Ensuite, vous avez la distance de sécurité. Donc la distance de sécurité avec le véhicule devant vous. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on pourrait avoir les 2 secondes. Ça, c'est quand vous êtes dans le cadre quand vous êtes en pratique, que vous roulez. Maintenant, sur tout ce qui va être théorie, code de la route, c'est bien d'avoir le petit calcul. Donc en fait, le calcul, ça va être de prendre le chiffre des dizaines des kilomètres. Donc si on reste sur la base des 50 km/h, vous prenez le chiffre 5 et vous allez le multiplier par 6. Donc vous avez 5 fois 6 qui vous fait 30 mètres. Donc pour la distance de sécurité, vous devez laisser 30 mètres entre vous et le véhicule de devant. Voilà. Et après, vous avez également le calcul du temps de réaction. Sachez que pour réagir, un conducteur a besoin d'une seconde seulement s'il n'est pas fatigué ou s'il n'a pas consommé d'alcool, par exemple. Et en fait, la distance de sécurité, le temps de réaction, vous allez multiplier le chiffre des kilomètres par 3. Voilà, donc vous allez avoir 5 fois 3, ce qui vous fait 15 mètres. Donc il faut laisser 15 mètres pour avoir le temps de réaction nécessaire. Ok, allez, on va pouvoir enchaîner du coup avec la réponse à la question 15. Donc si je prends la première sortie, je m'assure d'avoir un moyen de paiement. Donc ici la bonne réponse était oui, je m'assure d'avoir un moyen de paiement parce que finalement la première sortie au giratoire, si on regarde bien, elle est indiquée en bleu, ce qui indique une autoroute. Voilà, donc du coup, si vous allez rentrer sur une autoroute, donc vous devez à tout prix avoir un moyen de paiement pour pouvoir payer au péage. Voilà, donc là la bonne réponse c'était bien la A, c'était bien oui. Allez, on enchaîne avec la question suivante. Donc la question 16. La distance de sécurité avec le véhicule qui me précède sur cette autoroute est suffisante, réponse A, ou insuffisante, réponse B. Peut-on dépasser un tracteur en ligne continue? Peut-on dépasser un tracteur en ligne continue? Donc là, non, hein, théoriquement, on n'a pas le droit. Une ligne continue est infranchissable. Ça, il faut bien le retenir, il n'y a pas d'exception. Hein. Vous n'avez absolument pas le droit, donc vous êtes contraint de rester derrière le tracteur, le véhicule agricole. C'est une obligation. Quel est le taux d'alcoolémie? Quel est le taux minimum d'alcoolémie? Alors, vous avez plusieurs seuils, en fait, ça dépend. Donc, si jamais vous êtes jeune conducteur, le taux d'alcoolémie, ce sera de 0,20 g par litre de sang. Donc là, on parle bien par litre de sang dans le cadre d'une prise de sang. Donc 0,20 g, c'est pour les jeunes conducteurs. Du moment que vous franchissez cette mesure, vous êtes en infraction et même en délit, vous n'avez plus de permis. Donc voilà, donc vraiment, ne jouez pas avec ça pour tous les jeunes conducteurs. Ensuite, pour les conducteurs confirmés, la première mesure qu'il faut retenir, l'infraction, la contravention, ce sera le 0,50 g par litre de sang. Donc si vous êtes en dessous, c'est bon. Si vous êtes au-dessus, là, vous risquez du coup l'infraction et donc la perte de points, une amende et une perte de points. Et ensuite, vous allez être en délit au-delà de 0,80 g par litre de sang. Donc si vous avez plus de 0,80 g par litre de sang, vous êtes dans le cadre d'un délit. Et donc là, c'est retrait de permis immédiat. Voilà les 3 mesures qu'il faut retenir. Ok, allez, on enchaîne avec la correction de cette question 16. Donc la distance de sécurité avec le véhicule qui me précède sur cette autoroute est suffisante ou bien insuffisante? Alors là, elle est plutôt suffisante. Là, la bonne réponse, ça va être la A. Elle est suffisante parce que finalement, on voit très bien que le véhicule devant nous est très loin, qu'on a plutôt 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Donc on a une bonne distance avec ce véhicule. Sachez d'ailleurs que sur les autoroutes, il faut toujours laisser 2 traits
Donc hop, les traits que vous avez là, les traits là, que vous avez pour la distance de sécurité. Donc 2 traits, vous êtes à une bonne distance avec le véhicule devant vous. Pour tous ceux qui partent en vacances, là, au mois de juillet et août, donc pensez bien de laisser 2 traits sur la bande d'arrêt d'urgence lorsque vous suivez une voiture. C'est très important à 130 km/h. Ok, allez, on enchaîne avec la question 17. Lorsque la circulation est fluide sur l'autoroute, le risque de s'endormir augmente, réponse A, ou diminue, réponse B. Pour tracter une remorque, quel poids est autorisé, quelle taille et quel permis faut-il avoir? Alors, pour tracter une remorque, quel poids il faut et quel permis il faut avoir? Donc pour une remorque, c'est le permis BE. Donc le permis BE, c'est le permis remorque en fait, à condition que votre remorque donc, fasse plus de 750 kg finalement. Si votre remorque fait moins, vous pouvez simplement passer une mention qu'on appelle B96, c'est une formation de 7 heures. En plus de votre permis traditionnel, de votre permis B, vous passez cette mention de 7 heures et vous pouvez tracter une remorque qui fait moins de 750 kg. Dès que vous êtes au-delà de 750 kg, vous êtes obligé de passer le permis BE. Ok, allez, on va enchaîner avec la correction de cette question 17. Lorsque la circulation est fluide sur autoroute, le risque de s'endormir, il va augmenter forcément parce qu'au final, vous allez avoir moins d'informations, il y a moins de voitures, ça va être plutôt monotone comme trajet, même si vous roulez vite. Et dans ce cas-là, vous avez plus de chances de vous endormir. Je vous rappelle que les signes de l'endormissement, les premiers signes, ça va être une raideur dans la nuque, les yeux lourds, les yeux qui picotent, l'envie constante de changer de position. Voilà, donc tout ça, ça va être des signes d'endormissement et du coup, vous devez impérativement vous arrêter et faire une pause de moins un quart d'heure pour pouvoir vous reposer et reprendre la route convenablement. Ok, allez, question 18. Je m'écarte du bord droit. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Doit-on toujours rester au milieu de notre voie ou dans certains cas, est-ce qu'on peut serrer à droite de notre voie? Alors, est-ce qu'on doit toujours rester au milieu de notre voie ou est-ce que dans certains cas, on peut serrer à droite de la voie? Alors, vous pouvez serrer à droite de la voie lorsque, par exemple, vous voulez tourner à droite. Vous arrivez à hauteur d'une intersection, vous voulez prendre à droite, là, vous pouvez serrer légèrement le bord droit. C'est le seul cas. Et comme vous pouvez tout à fait serrer le milieu de la chaussée lorsque vous voulez tourner à gauche, sans dépasser la ligne, bien évidemment, mais vous pouvez vous placer en fonction de la direction que vous voulez suivre. Sinon, moi, je vous conseille de toujours rester bien au centre de votre voie. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le PTAC? Alors le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge. C'est-à-dire que, alors ça s'adresse vraiment surtout aux véhicules soit qui transportent des remorques ou d'autres transports d'ailleurs. En fait, c'est le poids avec lequel vous avez le droit de circuler en fonction de la catégorie de permis que vous avez. Voilà, donc si jamais vous dépassez ce poids-là, c'est que normalement vous devez passer à une catégorie de permis au-dessus. Voilà, donc le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge. Et ce poids-là, vous pouvez le retrouver sur votre carte grise de votre véhicule. Est-ce qu'on peut avoir une amende ou un retrait de points si l'on s'arrête dans un sas vélo à un feu rouge? Alors, est-ce qu'on peut avoir une amende ou un retrait de points si l'on s'arrête dans un sas vélo à un feu rouge? Alors, pas de retrait de points. Par contre, vous pouvez avoir une amende, comme quoi vous gênez les cyclistes en fait. Donc, l'idéal, c'est de ne pas s'arrêter dans ce sas vélo. Ok, allez, je vais pouvoir enchaîner avec la correction de cette question 18. Je m'écarte du bord droit, oui ou non? Donc là, la bonne réponse, ça va être oui. Donc la A, on s'écarte du bord droit parce qu'on voit qu'on a des enfants qui jouent sur le trottoir, un trottoir qui n'est pas très large d'ailleurs. Et sachez que c'est des enfants, donc ils sont très imprévisibles, c'est-à-dire que vous pouvez, ils peuvent descendre du trottoir, courir, je ne sais quoi. Donc vraiment, lorsque vous avez des enfants sur le bas-côté, sur le trottoir, vous devez à tout prix vous écarter d'eux parce qu'il y a une zone d'incertitude autour de ces piétons qui font que si jamais ils tombent, faut pas risquer de les percuter. Donc voilà, ici on s'écarte, on serre légèrement à gauche. Comment distinguer la bande d'arrêt d'urgence et la voie pour véhicule lent? Comment distinguer la bande d'arrêt d'urgence et la voie pour véhicule lent? Alors, la bande d'arrêt d'urgence, bien souvent vous avez des petits dessins de cyclistes dans la bande d'arrêt d'urgence.
pardon, dans la bande cyclable, je vais y arriver. Et du coup, souvent, ce sont des voies qui sont en agglomération ou hors agglomération, mais quand la vitesse n'est pas trop élevée. Là, on a des bandes cyclables. Maintenant, la voie pour véhicules lents, souvent, c'est sur une autoroute ou une voie rapide. Donc déjà, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne risquez pas de trouver une bande cyclable sur une autoroute ou une voie rapide. Donc voilà, la voie pour véhicules lents a des marquages au sol beaucoup plus larges, beaucoup plus gros et beaucoup plus rapprochés qu'une bande cyclable. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est discontinu sur toute une durée et souvent c'est dans des montées, dans des autoroutes qui sont un petit peu en montée. Ok, alors on va passer à la question, je ne me souviens plus, 19 il me semble, oui 19 c'est bien ça. Je me suis trompée de direction, je me replace immédiatement sur la voie de gauche. Oui, réponse A, ou non, réponse B. N'hésitez pas à poser vos questions, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui a raté le code 2 fois à cause du stress? Alors, est-ce que j'ai un conseil pour quelqu'un qui a loupé le code 2 fois à cause du stress? Alors oui, alors je ne sais pas combien de fautes vous avez fait, mais sachez que si vous l'avez loupé à cause du stress, ça vous pouvez tout à fait vous corriger là-dessus. Et surtout, reposez-vous bien, prenez le temps de bien lire les questions. Essayez d'être le plus détendu possible. Je ne sais pas, maintenant il existe pas mal de petits traitements à base de plantes qui vous permettent de vraiment relativiser et surtout vous relaxer et ne pas être pris par le stress et finalement faire n'importe quoi. Moi je sais que c'est vraiment quelque chose que je conseille lorsque les élèves passent le permis par exemple, de faire un petit traitement quelques jours avant pour vraiment vous calmer et finalement vous relaxer un petit peu. Mais voilà, si vous êtes stressé, c'est que théoriquement vous ne maîtrisez pas non plus hyper bien le sujet. Bien souvent, quand on est beaucoup stressé, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec le sujet. Donc essayez de continuer vos révisions, réviser encore et encore jusqu'à être vraiment au point pour pouvoir passer le code. Comment reconnaître une voie rapide et une autoroute? Comment reconnaître une voie rapide et une autoroute? Alors bien souvent, les autoroutes, elles ont 3 voies, contrairement à une voie rapide qui pourrait en avoir que 2. Les autoroutes, sur la vitesse, vous allez être limité à 130 km/h. Alors que sur une voie rapide, vous serez limité à 110 uniquement, voire moins. Voilà la petite différence. Après, les autoroutes, on peut savoir qu'on est sur une autoroute grâce aux bornes qu'on pourrait avoir au milieu de l'autoroute, sur le milieu, entre les deux voies. Vous avez des petites bornes en fait, qui vous indiquent à quelque chose, c'est le nom de l'autoroute sur laquelle vous roulez en fait. C'est des petites bornes avec un petit chapeau rouge et tous les panneaux également autoroutiers vont être en bleu. Donc ça aussi, ça peut vous aider au niveau du code couleur. Ok, allez, passons à la correction de cette question 19. Je me suis trompée de direction, je me replace immédiatement sur la voie de gauche. Oui, réponse A ou non, réponse B. Alors, ici, la bonne réponse est la B, pardon. Donc c'est non, on ne peut pas se replacer tout de suite à gauche parce qu'on voit clairement dans notre rétroviseur qu'on a un véhicule. On le voit tout là-haut, hein, on a un véhicule qui est en train de nous dépasser, donc on voit juste le bout du véhicule. Donc d'où l'importance des contrôles, hein, quand vous voulez changer de voie, contrôlez bien ce qui se passe derrière vous, sur les côtés, dans l'angle mort. Et là on voit très bien qu'il y a un véhicule, donc on reste dans notre voie et tant pis, on fera demi-tour plus loin pour pouvoir changer de direction. Donc la bonne réponse était bien la B. Allez, on va pouvoir passer du coup à la dernière question de ce live. Je peux encore me placer sur la voie de droite? Oui, réponse A, ou non, réponse B. Quelle est la vitesse minimale sur une autoroute? Quelle est la vitesse minimale sur une autoroute? C'est 80 km/h. Alors, pardon, 80 km/h lorsque vous êtes sur la voie de gauche. La voie la plus à gauche, vous n'avez pas le droit d'être à moins de 80 km/h. Sinon, après, il n'y a pas forcément de vitesse minimale. Alors, moi, je vous conseille quand même de rouler quand même un petit peu parce que sinon, vous allez être trop dangereux. Mais bien souvent, si vous avez un problème technique ou autre, vous allez vous mettre sur la voie la plus à droite et vous roulerez à 60 km/h. Voilà, maximum quoi. En général, c'est pour les véhicules lents. Mais attention, ça peut être vraiment très dangereux de rouler lentement sur une autoroute, hein. Toujours respecter la vitesse maximale autorisée. Comment différencier ESP, ABS et AFU? Comment différencier ESP, ABS et AFU? Alors, l'ESP, c'est le correcteur électronique de trajectoire. En fait, dans le cadre d'un freinage, et dès qu'il va détecter que votre véhicule
est en train de partir et en train de dévier de sa trajectoire parce que vous pouvez avoir des gravillons sur la chaussée ou autre, vous avez des petits capteurs qui vont faire en sorte de redresser les roues et de vous permettre de ne pas glisser et de garder une trajectoire correcte. Ça, c'est pour l'ESP. Maintenant, vous avez l'AFU. Donc l'AFU, c'est l'aide au freinage d'urgence. En fait, quand vous appuyez sur le frein dans le cadre d'un freinage d'urgence, vous aurez tendance, sans vous en rendre compte, à relâcher un petit peu la pression du freinage. C'est tout à fait normal, on est tous comme ça. Alors qu'en fait, non, il ne faut pas relâcher la pédale de frein, parce que si vous relâchez la pédale de frein, votre véhicule il ne freine pas correctement. L'AFU, il détecte ça. Il détecte le fait que vous êtes en train de relâcher la pédale, et du coup, lui, il va rester appuyé sur le frein. Il va garder la pédale enfoncée pour justement avoir un freinage optimal. Donc ça, c'est pour l'AFU. Maintenant, vous avez l'ABS. L'ABS, il s'accompagne toujours de l'AFU. En fait, il est en complément de l'AFU. Et en fait, l'ABS, lui, va permettre à vos roues de ne pas se bloquer dans le cadre d'un freinage d'urgence. Parce que si vos roues se bloquent, votre voiture a de grandes chances de glisser et de partir dans le fossé ou je ne sais où. Du coup, l'ABS va faire en sorte de bloquer vos roues et de les débloquer. De les bloquer et de les débloquer, ce qui va faire que vous allez pouvoir garder le contrôle du véhicule et une trajectoire quand même correcte par rapport à si vous n'aviez pas d'ABS par exemple. Voilà la différence entre les trois. Ok, allez, on va pouvoir passer à la correction du coup de cette dernière question. Je peux encore me placer sur la voie de droite. Oui, réponse A ou non, réponse B. Donc là, la bonne réponse est oui. Je peux encore me placer sur la voie de droite parce que j'ai une ligne qui va être discontinue. Ce n'est pas une ligne continue que j'ai ici. Du coup, je peux encore me placer dans cette voie. J'ai personne qui arrive derrière moi, donc je peux tout à fait le faire immédiatement. Donc la bonne réponse était bien la A. Ok, et ben nous arrivons à la fin de ce live, à la fin de ce thème, de cette série. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez d'autres lives et surtout n'hésitez pas à nous donner les thèmes que vous voulez travailler. Vous pouvez également, donc comme je le disais ici, là, nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Et moi, je vous souhaite du coup une bonne journée, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt dans nos studios. Salut!